Alors l'affaire d'aujourd'hui se déroule en 1981 aux États-Unis, dans l'État de l'Ohio, plus précisément à Toledo. Cynthia Jane Anderson est une jeune femme de 20 ans, née le 4 février 1961. Elle a grandi avec son père, avec sa mère et ses frères et sœurs, une famille de fondamentalistes chrétiens. Ses parents sont très pratiquants. En 1981, Cynthia, de son surnom Cindy, travaille en tant que secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats à Toledo, le cabinet d'avocats de James Wabitt et Jay Feldstein sur East Manhattan Boulevard. Elle prévoyait de quitter son emploi pour retourner sur les bancs de l'école et recommencer des études dans un Bible College qui correspond à une université biblique catholique. Il ne lui restait que 2 semaines à travailler dans ce cabinet avant de commencer les cours universitaires. D'après sa sœur Christine, elle avait hâte de partir. Cynthia avait aussi un petit ami et celui-ci prévoyait également d'aller dans cette même université. Le 4 août 1981, Cynthia quitte le domicile vers 8h30 pour se rendre à son travail au cabinet d'avocat. Elle prend ses effets personnels, elle monte dans sa voiture, sa Chevrolet Citation de 1980 et part en direction de son travail. Puis elle arrive au bureau. Il semble qu'elle soit seule au cabinet, qu'il n'y a aucun de ses collègues. Ses collègues sont censés arriver à midi. Cynthia se rend alors dans son bureau, seule. Elle verrouille sa porte à clé, elle allume les lumières, une radio et le climatiseur. Elle commence ensuite sa journée de travail normalement. Elle passera son début de journée au téléphone avec des clients. Mais à partir de 10h, plus rien, plus aucune activité. Les appels au cabinet restent sans réponse. C'est à midi que ses employeurs, James Wabitt et Jay Feldstein, arriveront à leur bureau et constateront l'absence de Cynthia. Autre élément, Cynthia, à chaque fois qu'elle devait sortir de son bureau pendant les heures de travail, laissait une note sur sa porte pour signaler son absence. Ce jour-là, aucune note n'a été laissée. Ce qui est également étrange, c'est que sa voiture, par contre, était toujours stationnée devant le cabinet. Sa voiture était verrouillée et garée dans le parking extérieur. Cynthia, quant à elle, n'était plus dans les locaux. Il n'y avait aucun signe d'elle dans le bâtiment. Où était-elle ? Ses employeurs décident alors de contacter la police et de signaler sa disparition. Alors au début, on peut penser que peut-être elle est partie faire une petite course, mais Cynthia ne reviendra jamais. Une enquête débute alors et la police suspecte très rapidement un enlèvement. Lors de l'enquête, la police constate qu'elle a arrêté de répondre au téléphone après 10h du matin, alors qu'à 9h45, elle était toujours au téléphone, ce qui veut dire qu'elle aurait donc disparu pendant ce laps de temps. Dans son bureau, aucune preuve d'entrée forcée ni de traces de lutte n'ont été constatées. La radio, les lumières et le climatiseur étaient restés ouverts. Les seuls objets manquants constatés furent ses clés de voiture ainsi que son sac à main. Maintenant, avançons tout de suite dans l'affaire et plongeons-nous dans les nombreuses théories qui entourent la disparition de Cynthia Anderson. Dans cette affaire, il y a plusieurs théories intéressantes. Alors tout d'abord, lors de l'inspection du bureau de Cynthia, un roman qu'elle lisait était resté ouvert sur son bureau. Et élément qui est assez étrange avec ce livre, celui-ci était ouvert à la page d'une scène particulière. En fait, le livre était ouvert à la page où l'héroïne du livre est kidnappée sous la menace d'une arme blanche. Cette page ouverte peut donc être interprétée de différentes façons. Est-ce un indice que Cynthia aurait volontairement laissé ? Se sentait-elle en danger ou souhaitait-elle fuir un danger ? Nous allons essayer d'en savoir plus dans les théories suivantes. Maintenant, je vais vous parler des témoignages de la sœur et de la mère de Cynthia. Sa sœur et sa mère disaient que Cynthia était en proie à des cauchemars dans lesquels elle se faisait enlever à son domicile et se faisait assassiner par un inconnu. Ce témoignage a quand même un lien étroit avec le livre ouvert sur le bureau. Des cauchemars qui étaient assez récurrents, d'où Cynthia sortait à chaque fois très tourmentée et effrayée.
Ces cauchemars auraient débuté environ 1 an avant sa disparition. Ces cauchemars étaient-ils des prémonitions? Ou est-ce juste une coïncidence? Ou bien encore craignait-elle que cela se produise consciemment ou inconsciemment? Sa sœur, Christine, quant à elle, croit que ses rêves étaient une prémonition. Mais pourquoi faisait-elle ces étranges cauchemars depuis un moment? Peut-être que cela a un lien avec la théorie suivante. La théorie suivante est la théorie du stalker. La police a recueilli le témoignage d'un client du cabinet, Larry Mullins. Larry aurait été témoin de 2 appels après lesquels Cynthia était très effrayée et il n'a jamais su de quoi il s'agissait ni de qui était au bout du fil. En réalité, Cynthia recevait des appels téléphoniques similaires depuis un certain temps. On n'a jamais su quel était l'objet de cet appel ni des autres appels qu'elle avait reçus. Elle n'a jamais rien dit à personne ni donné de détails sur ces appels. À la suite de ces appels récurrents, de ce harcèlement, elle a fait une demande particulière à ses employeurs qui ont accepté. Ses employeurs ont installé une sorte de buzzer sur son bureau, une sorte de beeper, de bouton d'alerte qui déclenche en fait une alerte dans le magasin d'à côté en cas de problème au cas où elle se sentirait en danger, afin donc de prévenir le personnel d'à côté. Pourquoi vouloir installer un buzzer à son bureau? Cynthia devait se sentir vraiment inquiète et en danger, mais pour quelle raison? Voilà donc aussi pourquoi elle gardait aussi toujours sa porte de bureau fermée. C'est ce qui explique pourquoi sa porte était verrouillée en tout temps. Cynthia avait peur. Pour poursuivre la théorie du stalker, nous avons un autre élément. 10 mois avant sa disparition, sur l'un des murs de son bureau, elle a retrouvé un jour écrit « I love you Cindy GW ». Comme vous le savez, Cindy était son surnom. Et concernant les initiales GW, la seule personne connue portant ces initiales est l'homme d'entretien du cabinet. Donc soit peut-être il s'agit de fausses initiales qui ont été inscrites, soit c'est peut-être une simple coïncidence, ou soit encore c'est vraiment cet homme qui a tagué ce message. En tout cas, comme il s'agit de l'homme d'entretien, il a forcément accès au bureau du personnel. Ce mot est resté là durant 6 mois avant d'être recouvert et une fois effacé, on a de nouveau inscrit ce message quelques semaines plus tard. La police a alors interrogé cet homme d'entretien et je n'ai malheureusement trouvé aucune information concernant cet homme, s'il a avoué ou non que c'était lui qui avait écrit le mot « retrouvé » sur le mur. En tout cas, la police ne pense pas que cet homme soit impliqué dans la disparition de Cynthia car il n'y a aucune preuve, aucun lien direct avec sa disparition. Même s'il a tagué le mur, ça ne veut pas dire qu'il est à l'origine de la disparition de Cynthia Anderson. Mais c'est vrai, ça peut paraître un peu bizarre. Et au final, à ce jour et d'après les dernières informations dont on dispose, la personne qui aurait rédigé ce message aurait été identifiée et n'aurait aucun lien avec l'affaire. L'identité de cette personne reste cependant inconnue. En tout cas, pour reprendre, la théorie du harceleur est fortement présente et à ce stade de l'affaire, on peut penser alors que toutes les théories concordent et se regroupent entre elles. Il y a alors plusieurs autres théories qui en découlent. Soit son harceleur a décidé de l'enlever, soit Cynthia connaissait son harceleur et elle a alors décidé de le suivre pour parler avec lui et cela a mal fini, ou bien Cynthia aurait pu aussi s'enfuir d'elle-même pour fuir son harceleur. Aurait-elle pu prendre un bus et partir pour commencer une nouvelle vie? En tout cas, à ce jour, si c'est le cas, si elle avait disparu d'elle-même, elle n'a plus jamais donné signe de vie. Il restait une certaine somme sur son compte bancaire et il n'y a jamais eu aucun mouvement sur son compte, aucune activité, rien. Aurait-elle pu disparaître sans aucun argent, sans voiture, sans affaires? Une autre théorie. Un mois après la disparition de Cynthia, en septembre 1981, la police a reçu un appel téléphonique anonyme. Cet appel anonyme, qui semblerait être une femme au bout du fil, disait que Cynthia Anderson était détenue contre son gré dans la cave d'une maison. Ce serait le fils
de la famille qui la détiendrait au sous-sol. Mais cette piste n'a jamais mené nulle part, la personne qui a appelé semblait avoir peur et n'a rien fourni, pas de nom ni d'adresse. Lorsque l'enquêteur a tenté d'obtenir plus d'informations, l'appel a pris fin. Finalement, la femme a décidé de rappeler quelques minutes plus tard, mais lorsqu'un enquêteur a essayé d'écouter la conversation sur un autre combiné téléphonique, la femme anonyme a immédiatement raccroché. Et elle n'a plus jamais rappelé. Le seul élément que cette informatrice ait donné, c'est qu'il s'agit de 2 maisons blanches placées côte à côte et qui appartiennent toutes les deux à la même famille. Donc, est-ce vrai ou faux? Nous n'avons jamais pu le vérifier. Dernière théorie. Peu de temps après la disparition de Cynthia, 9 personnes ont été inculpées pour trafic de drogue. Dans ces arrestations, on retrouve José Rodriguez, un trafiquant de drogue. José Rodriguez était l'un des clients du cabinet d'avocats dans lequel Cynthia travaillait. C'était Richard Neller, un collègue de Cynthia, qui était l'avocat de José. Richard devait le défendre et le représenter. La théorie dit que Richard aurait mal défendu et représenté José. Du coup, José, pour se venger, aurait tué sa collègue Cynthia pour envoyer un message à Richard. Mais la théorie qui a ensuite été évoquée et qui est plus plausible est que les autorités ont soupçonné le fait que Cynthia aurait peut-être pu entendre des conversations, des informations incriminantes entre José et Richard au sujet de transactions de drogue, ce qui aurait conduit à l'enlèvement et ou au meurtre de Cynthia pour qu'elle se taise. Et lors du procès de José Rodriguez en 1995, un informateur aurait affirmé que José lui aurait avoué le meurtre. Mais ce témoignage a été jugé comme peu fiable. Par la suite, José et Richard ont tous les deux été condamnés pour détention et revente de drogue. En effet, Richard Neller a été arrêté en 1996 et inculpé de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la marijuana et de l'héroïne. Il a été condamné à 70 mois de prison. Après sa libération, il est retourné à Toledo pour recommencer à pratiquer le droit, mais en 2002, il a été officiellement radié du barreau. Richard Neller était bien impliqué dans les affaires de drogue de José Rodriguez, ce qui peut donc appuyer cette théorie selon laquelle Cynthia a pu être victime de José Rodriguez et de Richard Neller car elle a probablement dû entendre et découvrir quelque chose sur leurs affaires de drogue. Et donc, ce qu'elle a entendu ou découvert a pu entraîner ses cauchemars d'être enlevée et tuée, ce qui aurait également entraîné ses appels téléphoniques harcelants dans lesquels elle était peut-être menacée. Tout se relie. Mais nous n'avons aucune preuve à part les soupçons des autorités et le témoignage de l'informateur. Voilà pour les théories principales autour de la disparition de Cynthia Anderson. Alors, il y a eu énormément de suspects et d'autres théories dans cette disparition, entre autres Anthony et Nathaniel Cook, 2 frères reconnus coupables de 9 meurtres dans la région de l'Ohio dans les années 1980, ont également été suspectés dans la disparition de Cynthia Anderson. Mais Anthony et Nathaniel Cook ont nié toute implication. Un autre meurtrier, dont on ne connaît pas l'identité, qui est condamné à purger sa peine dans une prison de l'Ohio, a également été suspecté par la police. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve pour l'incriminer. À propos des parents de Cynthia, sa mère est décédée 2 ans après la disparition de sa fille en 1983, après avoir lutté contre le cancer. Le père de Cynthia, Michael Anderson, est lui décédé en 2008. Lorsque Michael Anderson est décédé, il vivait toujours dans la maison où sa fille avait grandi. Il n'a donc jamais déménagé et il n'a jamais changé son numéro de téléphone. Il a déclaré un jour qu'il avait remarqué un changement dans le comportement de sa fille avant sa disparition. Cynthia avait commencé en fait un régime et avait développé un fort intérêt pour son apparence physique. Il a affirmé que cela aurait pu contribuer à la disparition de sa fille. Ses 2 parents sont malheureusement morts sans savoir ce qui était arrivé à leur fille. Des gens disent aussi que Cynthia aurait fui volontairement pour fuir sa famille, pour fuir son père. Car il semblerait que sa famille ait été très stricte. Sa famille et ses amis seraient tous des fondamentalistes chrétiens. Et certains disent alors qu'elle ne voulait peut-être pas aller étudier dans cette université catholique.
et donc qu'elle a voulu fuir cette vie tout simplement. Mais cette théorie est sans doute la moins plausible. En effet, sa famille ne pense pas à une disparition volontaire et sa sœur disait que Cynthia était très excitée, qu'elle avait hâte de quitter son emploi et d'aller étudier dans cette université biblique, université qu'elle allait fréquenter en plus avec son petit ami. Mais après tout, toutes les théories doivent être entendues et épluchées. Alors à ce jour, l'acte criminel est plus probable que la disparition volontaire. Beaucoup d'éléments concordent entre eux, mais il est difficile de dire de qui elle a été victime, un harceleur anonyme, un collègue, etc. Beaucoup d'autres théories sont possibles. Alors j'ai tourné et retourné l'histoire sous tous les angles et beaucoup de choses sont possibles. Peut-être que la personne qui l'a harcelée ne voulait pas qu'elle parte à l'université, donc elle l'aurait enlevée avant qu'elle ne quitte la ville. Peut-être que Cynthia connaissait le harceleur, qu'elle a voulu lui parler et du coup elle est sortie de son bureau mais n'est jamais revenue. Est-il possible qu'elle ait pu laisser son agresseur entrer dans son bureau puis qu'elle ait accepté de l'accompagner? Elle se serait alors faite agresser et enlever, car sa disparition s'est passée hors de son bureau. Elle est donc sortie probablement volontairement de son bureau, mais pour faire quoi et où? Car si elle avait été en danger dans son bureau, elle aurait sans doute utilisé son buzzer, son bouton d'alerte, et son bureau aurait été retrouvé en désordre. Et il ne faut pas oublier que sa voiture est restée sur le parking, et que sa porte de bureau était verrouillée, et que tout est resté allumé à l'intérieur. Probablement donc qu'elle est sortie, mais qu'elle pensait que cela n'allait pas durer longtemps. Il y a encore d'autres possibilités à explorer. Est-il possible que ce soit quelqu'un du cabinet? La porte verrouillée, le message tagué, le buzzer sur son bureau. Il semblerait que ce soit à son travail qu'elle se soit sentie le moins en sécurité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était donc l'affaire Cynthia Anderson. 40 ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas résolue. Cynthia n'a jamais été retrouvée et personne n'a jamais été inculpé. Aujourd'hui, sa disparition reste toujours un mystère. L'acte criminel est le plus suspecté. J'espère toujours qu'un jour cette affaire sera résolue. Après tout, même 40, 50 ou 60 ans plus tard, certaines affaires sont résolues notamment grâce aux nouvelles technologies. Mais le souci dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas d'ADN, pas d'empreinte et surtout pas de corps. Alors je vous remercie d'avoir écouté cette affaire jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres affaires. J'attends maintenant vos retours en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.